Akina, je suis reporter citoyen et c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'animer cette soirée. Un grand merci à Pierre Barnérias que nous accueillons dans un instant et j'ai la chance d'animer cette soirée avec Laurence. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette émission complètement, enfin c'est l'événement on va dire. Donc reporter citoyenne aussi et je suis vraiment ravie de participer parce que effectivement l'émission ça va permettre de faire un point sur ce hold-up mondial que nous avons tous vécu. On a sollicité aussi les citoyens avec des questions. Donc tout au long de cette émission et de ces plateaux, vous allez retrouver vos questions quasiment en direct. Et donc nos invités pourront y répondre. Tout à fait, on remercie tous les citoyens parce que si aujourd'hui on peut réaliser cette émission de plus de 5 heures, c'est grâce à vous qui nous soutenez sur citizen-v.com. Voilà. Pas trop stressé? Un petit peu, on sort de sa zone de confort quand même. Hein. Moi aussi, c'est une première pour moi parce qu'on a l'impression d'être sur un plateau télé. Ça a le goût d'un plateau télé, la saveur d'un plateau télé, le prestige d'un plateau télé. Mais si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas sur un plateau télé. C'est un espace citoyen sans filtre, avec une liberté d'expression totale, dans la bienveillance. Et donc on va avoir la chance d'accueillir une quinzaine d'intervenants qui sont pour la plupart d'entre eux présents dans le film Hold Up. On va avoir des médecins, des épidémiologistes, des professeurs de médecine, des statisticiens, mais aussi des experts en finance, en numérique. On aura aussi la chance d'avoir des citoyens pour faire se rencontrer le citoyen et le sachant, avec des présidents d'associations de victimes des injections, mais aussi des porte-paroles. Et donc c'est un moment pour aussi rendre hommage aux intervenants du film Hold Up qui ont subi ce lynchage médiatique, excusez-moi, personnellement. Et donc pour la plupart, ils ont résisté à cette pression médiatique et ils ont tenu et assumé leurs propos malgré cette foudre des médias. Et donc c'est aussi une manière de leur rendre hommage. Cette soirée, elle est là pour vous, pour nous permettre de continuer à comprendre, à questionner les faits présentés dans Hold Up, les critiques légitimes ou non d'Hold Up, on va y revenir ce soir, mais aussi les perspectives d'avenir. On posera à nos invités des questions pour savoir vers où nous voulons aller ensemble. Nous tentons de chercher la vérité, nous n'avons pas la prétention de l'avoir, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes en dehors de la matrice. Bienvenue à vous. C'est parti ? C'est parti. On se retrouve pour ce troisième plateau. Nous avons la chance d'accueillir Louis Fouché. Bonsoir Louis Fouché. Bonjour, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Philippe, bonsoir Frédéric. Merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous de prendre ce temps pour cette émission exceptionnelle, Hold Up 3 ans après l'émission. Nous avons la chance aussi d'avoir avec nous Frédéric Beltra. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va. Merci à vous de vous être déplacé du sud de la France, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, nous avons la chance d'avoir avec nous Philippe Bobola. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc anthropologue, on va avec vous essayer de prendre de la hauteur par rapport aux 3 dernières années que nous venons de vivre. Donc tout d'abord, une question un peu plus personnelle avant de rentrer un peu dans des questions plus liées à votre domaine de compétences ou à votre expérience de ce qu'on a vécu ces 3 dernières années. Peut-être avec vous, Louis, on va commencer. On aimerait savoir, avec ces 3 ans de recul, quels grands enseignements vous avez pu tirer de ces 3 années de crise sanitaire, mais pas que, évidemment, politique, anthropologique. Avec ce recul, voilà, quel est votre regard sur les enseignements et comment vous avez vécu globalement, humainement, personnellement, cette situation? Merci de poser cette question-là, parce que je pense qu'on est au moment où on pourrait peut-être réussir à rediscuter tous ensemble, à se mettre autour d'une table pour débriefer, pour faire un retour d'expérience. Vous savez, une partie de mon métier, ça a été d'organiser des réunions pluridisciplinaires pour justement débriefer des événements indésirables au sein de l'hôpital et essayer de faire mieux le coup d'après. Là, je vois que les braises tiédissent peut-être un petit peu et que c'est peut-être le moment où on pourrait enfin réussir à rediscuter les uns avec les autres sans se donner des noms oiseaux, sans qu'il y ait des étiquettes les unes derrière les autres. Donc merci d'ouvrir ce mouvement et j'espère qu'il va se prolonger, y compris dans nos institutions, pour qu'on fasse le point sur ce qui nous est arrivé et que la prochaine fois, on essaye de faire mieux. Ces 3 dernières années, vous me demandez les enseignements. Moi, je suis encore en plein dans le brouillard, en plein dans une sorte de grand tourment, de chaos, comme vous le mettez dans le sous-titre de l'émission, parce que ça a tout fait vaciller. Tout ce à quoi je croyais, tout ce qui me semblait être stable, toutes les institutions sur lesquelles je me reposais pour avoir accès à la connaissance, accès à la vérité, accès à l'autre, je me suis rendu compte qu'elles étaient labiles et qu'elles pouvaient s'effondrer en quelques semaines. Et ça reste encore une énorme surprise que j'essaie de comprendre. Et je pense qu'il y aura un travail culturel de compréhension de ce qui nous est arrivé et de ce qui continue de nous arriver encore pour les 50 prochaines années à venir. Comme dans toutes les sociétés où il y a eu des trucs terribles et atroces qui se sont passés, il y a le temps. Le temps est une bonne chose. Donc là, on est un peu plus à froid. Alors, à titre personnel, un des enseignements, c'était qu'il y avait un niveau de corruption dans nos institutions qui était proprement phénoménal et ahurissant et qui était loin au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer.
et qui était proprement inimaginable, et qui pour beaucoup de gens aujourd'hui encore est inimaginable, parce que ça veut dire questionner papa et maman, quoi, en gros. Questionner l'État, questionner les gens qu'on a élus, questionner son médecin, questionner ses institutions, tout ça, ça veut dire que tout est faux. Voilà, donc moi je suis encore perdu, et ce que je vois, j'ai eu la chance de passer dans beaucoup de collectifs et à travers la France, je vois que notre société entière, elle est en train de bouger, de frotter, de crisser dans tous les sens, et que nous, par contre-coup, peut-être de manière fractale, à l'échelle individuelle, ça se passe aussi. Donc je vois des gens qui changent de boulot, des gens qui changent de famille, des gens qui changent de ville, qui se posent la question du sens. Et c'est la deuxième dimension que je pourrais évoquer d'emblée, c'est à la fois il y a un énorme traumatisme, une énorme crise, et à la fois elle ouvre tout plein de réflexions et d'actions possibles pour essayer de reconstruire autrement. Et donc, je suis partagé dans un grand écart entre un constat extrêmement sombre et de l'autre côté, le fait que ça suinte de lumière, de sens, de rencontres. J'ai jamais rencontré autant de gens, appris autant de choses, compris autant de choses sur notre société. Voilà, je suis lost in translation, on pourrait dire. Donc c'est dans ce contexte qu'on peut aussi réfléchir à des pistes d'avenir, à un nouveau champ des possibles, avec tout ce monde qui s'est effondré et ces enseignements comme la corruption généralisée que vous avez évoqué à l'instant. Frédéric, globalement, est-ce que vous pouvez nous partager aussi un retour traversé. Ce que vous avez traversé au cours de ces 3 dernières années? Le retour, on n'en est même pas au début du retour, puisqu'on reçoit tous les jours des effets secondaires. La semaine dernière, on a eu un cas d'un petit de 19 ans qu'on a retrouvé mort dans son lit, qui est décédé à peu près à la même période que mon fils, mais les parents étaient tellement accablés qu'ils n'ont pas réagi. On a reçu le cas d'une petite de 12 ans qui est paralysée des jambes et qui suit une batterie d'examens. On n'est qu'au début. 3 ans après, c'est 3 ans après le début du carnage. Maintenant, pour quantifier le carnage qu'il y a eu, bien malin celui qui pourra le faire. Ça va durer pendant des années. Reconstruire, moi j'ai pas l'optimisme des autres au niveau de la reconstruction, parce que avant de reconstruire, il faut d'abord faire un état des lieux pour savoir si on reconstruit sur un marécage ou pas. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on est vraiment dans un marécage qui n'est pas simplement français, qui est étalé sur beaucoup de pays d'Occident. Avec clairement, moi j'appelle ça maintenant une mafia, quoi. Ce sont des gens qui ont pris le pouvoir, il n'y a pas d'autre mot que ça, qui se couvrent entre eux et qui sont déresponsabilisés des conséquences de leurs actes. Et je pense qu'avant on peut commencer à envisager, à essayer de reconstruire quelque chose, à commencer à imaginer quelque chose, mais avant le travail de bilan, il faut qu'il soit fait, de sanctions, il faut qu'il soit fait, pour que ceux qui ont pris les libertés qu'ils ont prises en nous enlevant les nôtres et en condamnant de facto à mort par leur incertitude sanitaire nos enfants ou nos parents ou nos frères, sœurs, enfin, peu importe le lien familial ou d'amitié qu'on pouvait avoir les gens qui sont partis ou qui sont infirmes, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on ne peut rien faire. Il faut d'abord passer par ça, par un travail de constat, de bilan et de conséquences. Et que ces gens comprennent qu'ils ne vont pas s'en tirer gratuitement, comme ils ont l'habitude de le faire depuis X temps, en se mutant, en se donnant des légions d'honneur, en s'honorant, en ayant tué des gens. On ne peut pas admettre ça. Comment vous arrivez, vous, par rapport à cette traversée, il n'y a peut-être pas de mots, c'est l'innommable, cette colère, parce que j'imagine que vous êtes quand même encore en colère aujourd'hui ou pas? Non, c'est pas le terme de colère qui convient. Ils nous ont tués. Ils ont enlevé toute émotion. C'est en ça que c'est difficile. C'est-à-dire ils ont fait de nous des morts vivants, quoi. Mais des kamikazes aussi en même temps, quoi. Et je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils ont fait et comment ils ont affecté la population. Alors, pratiquement toute la population a été touchée de la même manière, sur des degrés différents. Nous, on est le degré extrême, puisque leurs décisions ont tué des gens qu'on aimait profondément. Donc de nous, ils en ont fait des kamikazes. Nous, on n'a peur de personne ni de rien. Peu importe ce qui va arriver, pour nous. On est un lot peut-être de 5 ou 10% de la population qui sont dans cet état-là psychologique par rapport à l'affront qu'ont fait nos institutions. Mais pratiquement toute la population est dans le même état d'esprit que nous, puisque à des degrés moindres, puisque se retrouver enfermé pendant 3 mois ferme,
avec tout ce que ça comporte, avec des gens qui ont perdu après leur maison, leur commerce, la valeur de toute une vie de travail. On est clairement dans une après-guerre. Et on est obligé d'avoir un règlement de compte. Et les gens qui ont pris ces décisions qui étaient... Le plus surprenant, si vous voulez, c'est que plus ça va, plus les langues se délient, et plus on a des éléments qui montrent que les décisions, quand elles ont été prises vraiment à contresens de ce qu'il fallait qu'elles soient prises, avec une prise de risque totale pour la population. Et quoi qu'il en coûte, finalement. Mais ce n'était pas quoi qu'il en coûte financièrement, parce que bon, on a un trou abyssal maintenant au niveau des déficits de l'État. Mais c'était un quoi qu'il en coûte, même socialement et même dans la vie intime des gens. C'est ça. C'est aller chercher... Le quoi qu'il en coûte, il a pesé sur tous les facteurs, quoi. Et c'est en ça qu'il va falloir... on n'a pas d'autre solution que ça. On n'a pas d'autre solution que d'aller chercher les gens qui ont décidé ça, de les mettre devant leurs responsabilités, que la justice fasse son travail, qu'on oblige même la justice à faire son travail, parce que souvent, ils sont copains comme un cochon, ils mangent souvent ensemble, mais ça va être le travail de la population pour qu'on assainisse notre société et qu'on puisse repartir sur un fonctionnement où les gens vont de nouveau adhérer à notre pays. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'on n'est plus du tout là-dedans. En face, on a des gens qui bien sûr, tournent la tête et vont tout faire pour ne pas assumer leurs actes. Et nous, notre rôle, c'est de tout faire pour qu'ils les assument. Donc vous avez une force, vous avez eu cette force grandissante d'aller au combat, quelque part. Ah ben moi, j'étais au combat 2 heures après le décès de mon fils, puisque je faisais une vidéo en train pour alerter les autres parents, pour pas qu'ils amènent leurs enfants allergiques. Parce que moi, au moment où mon fils est décédé, je me suis dit, il y a une erreur sur le vaccin. Ils n'ont pas vu que sur les enfants allergiques, il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait être fatal pour eux. Donc, 2h30 après, je faisais une vidéo tonitruante pour qu'elle soit entendue par les parents. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette capacité, mais bon, j'ai toujours été incombatif dans ma vie. Moi, on ne m'a jamais rien donné. Je suis issu d'une famille d'immigrés, donc on est arrivé pendant la guerre d'Espagne avec des chaussures trouées, donc on m'a toujours appris à me battre. Et là, ils ont fait une déclaration de guerre, clairement. Et pas qu'à moi, à tout le monde. À des soignants qui étaient compétents, à des scientifiques qui étaient compétents, et qu'on a traité de tous les noms, qu'on a roulé dans la boue, qu'on a diffamé. C'est pas admissible dans un pays comme le nôtre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le jour, en fait, le jour du décès de votre fils ? C'était en 2020. C'était le 26 juillet 2021. Et depuis ce temps, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à tout ce que vous avez fait aujourd'hui ? Disons que j'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient finalement dans mon cas, parce qu'au départ, on pensait être vraiment très peu nombreux. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ne sont pas en capacité de réagir, qui n'ont peut-être pas les ressources intellectuelles pour le faire ou les ressources financières pour pouvoir le faire. J'ai rencontré beaucoup de gens très compétents et qui étaient décriés au démarrage. Enfin, moi, sur l'image que j'en avais extérieure, parce que je n'étais pas concerné par le sujet, puisque ça avait démarré déjà en mars 2020, ou février 2020, déjà, il y avait des gens qui s'étaient penchés dessus. Moi, j'étais absolument en dehors du sujet. L'image que j'avais de ces gens-là, que je ne connaissais absolument pas, était une image forcément négative et qui était reportée par les médias. Bon, en rentrant après là-dedans, je me suis aperçu que souvent, ces gens, c'était des gens d'extrême qualité humaine. Et qui ont choisi de se faire massacrer publiquement, mais en restant debout, en se tenant debout face à une foule de malfaisants qui sont aux manettes à des fins personnelles. Et là, quand vous apercevez que finalement l'État-providence, la mère patrie, on va dire, vous a trahi, vous a trompé, vous êtes presque dans un rapport le mot va peut-être choquer, mais c'est presque un rapport d'inceste, quoi. C'est-à-dire que c'est votre mère et votre père, tel qu'on nous l'a véhiculé depuis qu'on est enfant, qui nous a trahis complètement et qui a tué des membres de nos familles. Il y a toutes les valeurs qui s'inversent, quoi. Quand on vit des choses comme ça, on est dans Non, c'est pas une inversion de valeurs. C'est que ces valeurs étaient déjà existantes depuis un certain temps. C'est-à-dire que les gens qui étaient à la tête de l'État se le sont accaparés, l'utilisent à leur fin et aux fins de leur famille, en jouant un peu au mistigris, en se changeant des places dans les ministères, en tant que conseiller, etc. Ils s'autocongratulent. Et on n'a pas vu ça. On ne l'a pas vu. Certains esprits éclairés l'ont vu, mais ils étaient tellement peu nombreux qu'on n'entendait pas ça.
ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été révélateur. Ça a été un choc frontal pour tout le monde. Bien sûr. Qui aurait pensé que l'État puisse avoir la puissance de nous mettre 3 mois fermes à tous, sans tenir compte des conséquences ou des spécificités que chacun avait. Alors que le virus était calibré dès le démarrage. Il savait très bien le taux de mortalité, que ça avait la létalité. Il y a eu un doute sur le printemps 2020, où on ne savait pas trop, ou à la rigueur on pouvait dire. Mais on voit très bien que déjà, il y a des manœuvres qui sont faites pour enlever des médicaments qui sont existants depuis 70 ans. Alors moi, je veux bien qu'ils nous disent d'un coup ça devient nocif, mais mon gars, tu mets 70 ans à t'en rendre compte. Il y a un problème là. Tu mets 70 ans à te rendre compte qu'un produit devient nocif. À qui tu vas faire croire ça? À des gamins de 3 ans. Et ils se sont tellement enferrés dans le mensonge, tellement enferrés avec le masque, on les a pas, enfin on les a, mais on les a pas, mais il faut les utiliser, mais il faut pas les utiliser. Après, il fallait dormir avec sa femme avec le masque. Enfin, ils sont tellement partis, non mais ils sont tellement partis loin dans tout que ils ont perdu toute crédibilité. Et après derrière, quand on commence à fouiller, parce qu'il y a plein de gens qui sont compétents dans la société civile, quand on commence à lire les documents, qu'on commence à lire. On a été instruit par l'État français, donc il y a quand même une génération encore qui est très instruite et qui sait lire et qui sait aller fouiller. Et quand on a fait ça et qu'on voit que les décisions sont prises, moi je vous dis franchement, sur les décisions qu'ils ont prises pour vacciner tout le monde, j'ai eu l'habitude dans mes entreprises de prendre des décisions. Le gars, il rentre dans le bureau, il me pose ça sur le bureau, je lui dis écoute mon gars, tu reprends et tu t'en vas, et va te pourvoir un peu mieux. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inverse, ils ont forcé tout le monde à y aller. Même des tranches d'âge non concernées. Qui ont tué ça, et c'est ceux qui ont tué mon fils, parce que mon fils n'était pas concerné par la maladie. Et c'était soi-disant pour protéger les vieux, alors qu'ils savaient depuis le début que la transmission n'était pas obligatoire, enfin, n'avait pas été étudiée. Ils ont espéré, soi-disant, pendant le premier trimestre, qu'ils attendaient des résultats. Et c'est quoi? Ils espéraient un miracle de Bernadette Soubirous. Ils savaient dès le démarrage qu'il n'y avait pas de documents là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous répond aujourd'hui par rapport au décès de votre fils? À quel sens? Par rapport au fait qu'ils ont tué votre fils, par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce qu'on vous répond juridiquement ou Juridiquement, là, il y a une expertise qui vient d'être lancée, c'est très frais, c'est au mois d'octobre 2023. Donc l'expertise doit être rendue d'ici septembre 2024. Donc, de toute façon, ce qu'on a eu en première réponse, il ne fallait pas s'étonner. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'ils disent, bon, ouais, on a tué vos gamins. Donc, non. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en face des gens qui allaient arriver, qui allaient dire, non, mais ça n'a absolument rien à voir. Bon, ça, c'était normal, au démarrage, on s'y attendait. Mais petit à petit, il y a des dossiers qui sont arrivés où il n'y avait pas d'ambiguïté, où il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté. Donc, ils ont commencé à reconnaître et commencé à indemniser. Donc, on en est, soi-disant, au dernier stade, à 72 dossiers. Ça me fait doucement rigoler, parce que nous, on en reçoit 10 par jour. Donc, eux, ils en sont à 72 au bout d'un an et demi. Mais dans 10 ans, on va en être à combien de milliers? Combien de centaines de milliers? Qui peut le dire? Personne. Personne. Et ce qui est difficile, c'est que quand on parle des victimes, en fait, on parle avec des mots, on parle avec des chiffres. Et derrière, en fait, chaque vie humaine qui a été brisée, que ce soit la perte d'un proche... Ah oui, mais moi, j'aime bien cet argument quand ils sortent, vous comprenez, c'est un cas. Mais moi, je leur propose que quand c'est leur cas, on fasse pareil que ce qu'ils ont fait à mon fils. Voilà. Le malin qui vient à la télévision qui dit, vous comprenez, c'est un cas parmi 1 million. Eh bien, ok, puisque tu prends cet argument, on va prendre ton gamin, on va y faire la même chose. Et on va voir si tu relativises de la même manière. À qui en voulez-vous le plus? Moi, personnellement, j'en veux à personne. Ce qui est fait est fait. Contre la mort, on ne peut rien faire. C'est elle qui gagne tout le temps. Donc, on est obligé d'admettre l'inadmissible, c'est tout. Donc, ça, c'est fait. Mais Vous parliez des responsables tout à l'heure. Des responsables, mais les responsables, c'est pas à moi de les déterminer, c'est à la justice de le faire, en espérant qu'elle fonctionne encore un peu en France et qu'elle ne soit pas aussi caïn-caïn que tous les autres services publics actuellement. Mais si elle fonctionne encore, justice sera rendue obligatoirement. Et comme j'avais dit précédemment, pour une simple et bonne raison, c'est que les juges eux-mêmes ont été injectés. Leurs enfants sont injectés. Donc, il va falloir qu'ils sachent aussi s'ils ont une épée de Damoclès sur la tête et si dans 2 ou 3 ans, ça ne va pas faire comme à moi, où un coup, le téléphone sonne et votre vie change complètement. Et ça peut leur arriver aujourd'hui, demain, après-demain, où on les appelle, on leur dit « ta fille, on vient de la retrouver arrêt cardiaque sur le terrain de basket ». Et ça leur pangonnait à tous. Puisque maintenant, on sait qu'il y a des dommages au niveau cardiaque
liées au vaccin. C'est plus contestable, c'est une certitude, puisque même Pfizer a changé sa notice là-dessus. Donc, comme on le sait, qui sont injectés, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que ça va se produire pour une majorité de gens qui ont des affaiblissements cardiaques ou pas, oui. et quelle va être la durée sur laquelle on va devoir mesurer ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est qu'une question de temps. Mais par contre, il faudra qu'impérativement, on ait un travail de constat. Il faut qu'on fasse un constat en disant, voilà, il y a ça qui n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ces décisions ont été mauvaises, ces décisions ont été prises à contresens parce que derrière, il y a eu des lobbying qui sont venus pour qu'on fasse une réponse au tout vaccin, alors qu'il y avait peut-être d'autres possibilités. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait choqué le plus en 2020, tout en étant complètement étranger à ça, c'était que, personnellement, j'aurais pris les décisions en disant, écoutez, ouvrez toutes les possibilités sanitaires que vous pouvez avoir pour voir les réponses qu'on peut amener. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils font un goulet d'étranglement en disant non, on enlève tout, même avec des documents, avec la fameuse étude du Lancet là, signée par l'actrice porno, là, qui mais c'est une folie, quoi. C'est une folie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment toutes les possibilités annexes. Tout ce qui se lève en disant, écoutez, j'ai peut-être une solution, ceux-là, ils sont traités de tous les noms, et on fait un goulot d'étranglement pour amener vers quelque chose qui est expérimental, qui n'a jamais été testé sur l'être humain. Alors là, la logique, il faut qu'on me l'explique. Et au-delà de ça, cette logique qui a été sanitaire, maintenant qu'on sait qu'elle a engagé des dégâts, il faut que maintenant on en tire les conclusions juridiques et les modifications administratives qui doivent en découler obligatoirement pour pas que ça se reproduise. Parce qu'ils ont eu de la chance qu'on s'en sorte finalement qu'avec des myocardites, parce qu'ils ont eu une latence d'observation de pratiquement 6 mois. Alors imaginez-vous si ça avait été des AVC, ils en tuaient combien de gens? Combien de millions ils en auraient tués avec leur expérimentation? Et puis l'expérimentation qu'ils ont faite sur l'être humain, c'est illégal. Donc il va falloir qu'on en tire les conclusions juridiques jusqu'au bout. Et où que soit placé le responsable. Ça prendra du temps, mais ça viendra sûrement. Oh, c'est pas dit que ça prenne autant de temps que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, et plus il y a de victimes, et plus le noyau devient solide, dur, organisé, et sans concession en face. Et plus ils font de la négation en face, et plus ils amènent à un rejet, finalement, de la légitimité de la demande des victimes, et plus il se crée d'hostilité. Donc, moi, à leur place, ce que je ferais machine arrière, et je leur dirais, écoutez, venez, maintenant on va discuter. Parce qu'à force de nous fermer les portes au nez, on va prendre la masse et on va leur péter les portes. Voilà ce qui va se passer. Les mots sont forts et ils sont Oui, ils sont réalistes. Tout à fait. Ils sont réalistes. Légitimes et réalistes. Et j'aimerais avoir la réponse, le retour de Philippe Bobola en tant que Je crois que c'est très juste. Ce qu'on constate, c'est un bouleversement, voire un effondrement des valeurs anthropologiques. On voit bien que, par exemple, avant, c'était la science qui dictait sa conduite à la politique. Maintenant, c'est la politique qui dicte à la science sa conduite. On citait l'après-guerre. En fin de compte, on est dans la même situation qu'après la Seconde Guerre mondiale. On sait que la France a été collaborationniste. Et le général de Gaulle avait 2 choix. Soit on faisait ce qui est proposé par Frédéric, une mise au point. Et il a préféré dire, on va rentrer dans ce que les historiens appellent le roman d'une nation. C'est-à-dire, on va faire croire à la France entière qu'elle a été résistante. Et effectivement, on n'a pas été jusqu'au bout, et d'une certaine façon, on en paye. On voit aussi les dessous des cartes. Par exemple, j'ai des amis qui sont hyper diplômés, et ils n'ont pas une vision d'ensemble. Alors que là où j'habite, il y a M. Robert, il n'a même pas le certificat d'études, il a une vision d'ensemble. Ce que je constate, c'est que les gens très, entre guillemets, simples, et ça ne veut rien dire simple, les maçons, les métiers manuels, ils ont plus de compréhension de la situation que les intellectuels. En gros, les inutiles, puisqu'on nous traite. Voilà. Alors, il y a un terme qui est né, c'est la cyberlittératie. Ce sont des gens la cyberlittératie, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas un parcours institutionnel et qui finalement finissent par réunir des connaissances que le spécialiste ne va pas réunir parce qu'il s'auto-censure. On voit bien qu'on est en train de réduire la sphère de la liberté, bientôt la sphère de déplacement, la kinésphère, comme on dit, d'un point de vue un petit peu plus savant, avec la dérégulation climatique, les villes 15 minutes. On voit bien qu'il y a un fil conducteur, c'est la restriction des libertés. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est de la maladresse, comme on voudrait nous faire croire, ou c'est une pandémie? Donc il y a quand même des choses qui sont assez curieuses. Par exemple, le confinement, c'est des choses qu'on avait longtemps abandonnées. On avait un recul depuis les grandes épidémies. On a proposé le pire de ce qu'il fallait à chaque fois.
Alors si à chaque fois on propose le pire, c'est pas de l'incompétence parce que les points peuvent être liés. Il y a une droite qui est tracée et la droite qui est tracée, c'est un plan pour enlever nos libertés. Donc effectivement, ça a été un choc. Hein. On revoit à la théorie du choc l'école de Chicago, Milton Friedman. Et Jean Monnet disait les gens n'acceptent le changement que dans l'urgence, ils ne voient l'urgence que dans la crise. Donc on a utilisé la peur, et une société qui abuse de la peur est une société liberticide. Et ce qu'on voit bien, c'est que déjà, le fait d'être dans une instance européenne où le président n'a plus sa souveraineté, on voit bien, on s'en remet à l'OMS, etc. Et donc, il y a tout un ensemble de directions qui étaient déjà préparées pour arriver à cette situation. J'aimerais vous laisser continuer, mais vous montrer un petit extrait d'Olivier Véran sur l'AFP avec Gabriel Attal qui parlait des vaccins efficaces contre le confinement. Pour vous laisser réagir et approfondir cette notion de bouleversement de la société. Magnéto. Et surtout, mon message, c'était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on n'aura plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. On n'aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. Donc je reprends la phrase d'Olivier Véran, les vaccins sont efficaces contre les confinements. Ouais, c'est une double contrainte, c'est-à-dire en gros vous vous faites vacciner, vous échappez au confinement, vous êtes confiné et vous échappez au vaccin. Oui, c'est le début du chantage. Voilà, autrefois, Louis pourra confirmer, pour mettre sur le marché un vaccin, il fallait un recul de 10 à 15 ans, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'effets secondaires au moment où on a été vacciné, il n'y en aura pas dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc pourquoi on a complètement bouleversé? C'est pour ça que je dis que la politique dicte à la science sa conduite et dicte à la médecine sa conduite. Finalement, la grande surprise, c'est qu'il n'y a pas eu un principe de résistance. Primo Levi, qui avait vécu l'Allemagne nazie, disait c'est quoi un nazi? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Et on voit bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de résistance, que ce soit dans les milieux universitaires, dans les conseils ordinaux, pharmacie, médecine. On a un médecin résistant et on peut l'applaudir parce qu'il y en a eu tellement qui, par peur, n'ont pas osé se lever. Et c'est ça qui a fait l'Allemagne nazie. Alors la comparaison pourra choquer certaines personnes. Je ne parle pas d'une idéologie nazie, mais de la volonté d'asservir complètement la population et de l'amener à accepter un consensus parce que c'est la meilleure voie possible. Alors, Frédéric l'a rappelé, pourquoi avoir supprimé l'hydroxychloroquine qui, depuis 70 ans, était utilisée contre le paludisme? On a plus d'1 milliard de gens. Pourquoi avoir empêché l'ivermectine, ce qu'on a utilisé, la doxocycline, la zithromycine, etc. Pourquoi avoir enlevé ça? Alors, on ne voit pas trop, puisque effectivement, si l'objectif primum non nocere, c'était de soigner au mieux, on aurait dû ouvrir et puis regarder. Ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. On voit bien qu'il y a une restriction du champ des libertés. Donc, c'est quand même assez curieux que l'hydroxychloroquine, qui n'avait pas été pointée du doigt du Conseil de l'ordre des pharmaciens, subitement est passée dans la catégorie substance vénéneuse de type 2 avec l'intervention d'Agnès Buzyn. Donc voilà, c'est une chaîne de responsabilité. Wilhelm Reich l'avait bien expliqué. On a fragmenté la responsabilité, donc les gens vont essayer de se défendre en disant « mais moi je n'ai fait qu'appliquer la directive et moi je n'ai pas édité la directive, je ne l'ai pas conçue, etc. » Et donc c'est une déresponsabilisation. Alors, il ne s'agit pas de faire un procès populaire comme ça a été le cas après 1789. Il faut retrouver un consensus, mais il faut regarder clairement si on veut reconstruire la société sur des bases. Finalement, Tander, qui est un anthropologue, a essayé de voir les mécanismes qui amènent les sociétés complexes à s'effondrer. Il y a souvent la corruption des élites, leur inconduite, mais il y a aussi la fragmentation de la société. On a eu les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-confinement, les anti-confinement. On a eu les pro-antifa et les anti, etc. Donc là, on a les pro-LGBTQ et les anti-LGBTQ. En fin de compte, c'est assez simple. La société s'est construite, que ce soit des petites ethnies ou des grandes sociétés, sur des fondements. Le masculin, le féminin, la frontière qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Ça fait des années
qu'on a diabolisé la frontière. Alors, si on est nationaliste ou patriote, on est pointé du doigt. Alors, le général de Gaulle disait « un patriote aime son pays, le nationaliste déteste les autres pays ». C'est pas parce qu'il y a une frontière qu'on va détester les autres pays. Qu'est-ce qui a fait la richesse de l'Europe ? C'est qu'il y avait sur un même sol plein de cultures différentes et qui vivaient en bonne entente, avec des guerres parfois, mais il y avait une interactivité extrêmement fructueuse. Là, on essaye vraiment d'amener les gens à fusionner dans une espèce de confusion avec un État général. Tout en divisant quand même. Tout en divisant, bah oui, c'est diviser pour mieux régner, exactement. c'est le fameux Et vous, proverbe. comment vous avez vécu, vous, depuis 3 ans, cette traversée Avec le regard anthropologique, c'est ce qui m'a sauvé, c'est de regarder par exemple des institutions, le monde académique, le monde universitaire. Comme j'ai différentes casquettes, j'ai regardé mes collègues physiciens, mes collègues anthropologues, biologistes, psychanalystes, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une vision d'ensemble. Et je trouve que vous êtes les représentants du peuple, et le peuple, il a une vision à 360 degrés. Et ça a été prévu par un analyste français, René Guénon, qu'on qualifie d'ésotériste, qui disait à la fin du cycle, l'élite est à la base. Je trouve que la base a des comportements sains, une analyse saine. Moi, j'ai vu chez des manuels plus d'intelligence d'analyse que chez des gens diplômés. Ça ne veut pas dire que je vais diaboliser les gens diplômés, mais ils n'ont pas une vision d'ensemble, et c'est peut-être ça que la crise nous amène à comprendre, c'est le dessous des cartes, les dysfonctionnements. C'est pas normal que des gens soient hyper spécialisés dans un domaine, qui s'auto-censurent et qui ne soient pas en mesure d'avoir une vision à 360 degrés de la situation. Et donc, tant qu'on n'aura pas cette vision à 360 degrés, c'est ce que disait Frédéric, de l'alpha à l'oméga, on aura du mal à en sortir. J'aimerais, Louis, vous poser une question, parce qu'aujourd'hui, comme le disait Frédéric, c'est très difficile de s'imaginer que la classe politique, les institutions, la République n'est pas là pour protéger l'intérêt général. Et c'est un deuil qui est difficile à faire pour de nombreux concitoyens. J'aimerais vous montrer un petit extrait d'Hold Up de Michael Yeadon, qui parle des tests PCR, et revenir après avec une question Magnéto. Le test PCR a été dévoyé. Une des choses qui va de pair avec cela est un nombre inconnu mais probablement assez élevé de tests positifs qui sont faux. À chaque fois que le gouvernement arrivait dans une ville avec leur bus et tout leur matériel de test, on se disait « Oh non, ils vont mettre la ville en quarantaine ». Je sais de source sûre que le taux de faux positifs est 20 fois plus élevé. Je pense qu'en Grande-Bretagne, 95% des échantillons positifs répertoriés dans les médias et annoncés au peuple britannique pendant 4 mois étaient de faux positifs. Ils ont inventé ça pour nous maintenir effrayés. Pourquoi ils feraient ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je n'aime pas penser à une sorte de conspiration, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu peux pas te tromper à ce point-là pendant si longtemps si tu n'en as pas l'intention. Donc vous, Louis, vous avez eu la chance d'être dans un hôpital pendant le début de cette pandémie. Et on est nombreux à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui les autorités ont réagi ainsi à cause d'incompétence, à cause de manque d'informations ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une forme de participation active, de collaboration ? Évidemment, c'est peut-être pas aussi binaire que ça. Mais on a beaucoup de retours du terrain, comme quoi des associations, des spécialistes ont fait remonter les informations aux institutions. Et malgré ces retours du terrain, aucune réaction. Et ils ont continué leur politique. Ouais, ça reste une grande surprise. Juste avant de répondre à votre question, je trouve que Hold Up porte un titre assez éloquent. En vrai, on peut essayer de comprendre cette crise dans des catégories scientifiques, citoyennes, anthropologiques, etc. Mais on revient à des catégories psychologiques à la fin. C'est un problème psychologique. Une psychologie régressive totalitaire qui est en cours, une sorte de rêve de retour matriciel. On rentrerait dans une société où tout est contrôlé, tout est protégé. Notre smartphone nous commande par Uber Eats, par Uber, je sais pas quoi, tout ce qu'il nous faudrait. Et à la fin, on retrouve le ventre de maman, quoi. On est connecté au cordon ombilical et on baigne à 37 degrés et il n'y a pas de souffrance. Donc ça, pour moi, c'est comme un chemin évolutif de nos sociétés occidentales vers ce retour matriciel, ce rêve, ce fantasme du retour matriciel qui conduit à quelque chose qui s'apparente au totalitarisme. Totalitarisme au sens où ça rentre par tous les pores de votre peau et ça vous isole. Tout à l'heure, Philippe a parlé de cette idée du fractionnement de notre société. Si vous voulez mettre en place un totalitarisme, il faut commencer par séparer les gens. Les séparer sur, voilà, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre ? Et on n'a entendu que ces étiquettes-là. Est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre ? Tu es pour l'hydroxychloroquine, tu es contre, etc. Voilà, donc ça, c'est le premier point pour moi. C'est Hold Up, cette espèce d'intuition énorme qu'en fait, il s'agit quelque part du casse du siècle. Le Covid est le casse du siècle et rien d'autre, c'est tout. Après, on peut essayer de comprendre scientifiquement pourquoi tel protocole et tout ça. Non, en fait, à la fin, c'est le pognon et le pouvoir.
Et ça, c'est psychologique, c'est la peur de mourir. Si vous voulez tout le pognon et tout le pouvoir, c'est que vous avez peur de mourir quelque part. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle « Traverser la peur », l'Odyssée de la peur. Ouais, pour moi, la peur est un élément central là-dedans, à la fois parce qu'elle est consubstantielle à notre expérience d'humain sur Terre. Pauvre petit homme, justement, expulsé de la matrice maternelle, qui va devoir connaître et le bien et le mal. C'est dans tous les textes mythiques, mythologiques, bibliques. Hein. Vous allez devoir passer par et le bien et le mal, et vous individuer, être poncé par la vie à frottement dur pour essayer de faire sortir le diamant que vous avez à l'intérieur. Pour essayer de vous protéger toute la vie contre la vie. Et vivre votre vie à côté de la plaque. Tout le monde essaye de faire ça, parce que ça fait mal, la vie. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu le choix. La vie est venue nous faire mal de manière extrêmement brutale et nous obliger à sortir de ce cocon pour nous dévoiler et mettre en place de l'action, une volonté de transformation et résoudre les tensions qui étaient là. Effectivement, toi, est-ce que tu es traversé aussi, tu as été traversé par cette peur aussi au départ? Ah bien sûr. Au tout début, quand on nous annonce qu'il y a... Simplement, oui. On est prêt en réanimation, nous, à recevoir des Covid, et on nous dit non, vous ne recevrez pas de Covid, en fait, il y a des réanimations spécialisées, continuez votre boulot avec les leucémies, les grands brûlés, etc. Bon, nous, on dit, wow, ça ne nous concerne pas, quoi. Et puis, une semaine avant, on nous dit, non, mais en fait, c'est terrible, on va être dépassé, vous allez avoir des malades partout, ça va être afflux saturant de victimes. Nous, on est comme ça. Et là, moi, je dois rendre hommage à mes collègues, hein, ils ont organisé le truc d'une manière absolument hallucinante. Quand on dit que l'administration ne marche pas, ah non, quand elle veut, elle peut. Hein. Je peux vous assurer que c'est incroyable ce qui a été mis en place en une semaine pour accueillir des flux de malades. Et c'est pareil, juste la veille du moment où on commence à recevoir des gens à Marseille, on reçoit une lettre et un mail par un chef de service de Strasbourg, je ne sais pas où, qui dit « c'est terrible, on doit intuber à tour de bras, etc. » Nous, vraiment, on était comme les surfeurs au bord de la plage qui attendent la vague, puis il n'y a pas de vague. Et puis d'un coup, ça se déchaîne, quoi. Et là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et il fallait y aller quand même. Et y aller quand même, c'était d'abord prendre les propositions institutionnelles, donc les protocoles qui nous étaient fournis par les sociétés savantes, etc., qui sont des gens qui se sont arrogés la légitimité. Hein. Ils n'en ont pas normalement. C'est des mafias, en fait, les sociétés savantes. Mais qui nous ont dit c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut intuber tout le monde. 6 litres d'oxygène, il faut intuber. Les femmes enceintes à 4 litres, c'est très dangereux, c'est pareil, il faudra les intuber, etc. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les humidificateurs réchauffeurs. Non, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, c'est niette, n'y pensez même pas, etc. Par contre, le remdesivir, par contre, les anticorps monoclonaux, par contre, les anti-IL-1, etc., ça va. Non, les corticoïdes, non, il ne faut pas. Mais c'était proprement hallucinant parce que ces propositions de recommandations, elles n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait d'habitude. Et elles venaient déstabiliser l'organisation. Et ça, c'est le principe de la peur, c'est le principe de la stratégie du choc. C'est vous foutez en l'air un système dans toutes ces structures habituelles, vous allez pouvoir mettre à la place ce que vous voulez. Rappelez-vous que les gens ont plus su comment se dire bonjour. Normalement, dans une société, se faire la bise, se faire la louche, se faire une accolade, ça va de soi, quoi, on va dire. Non, là, on ne sait plus trop, on fait un check comme ça, et symboliquement, on se donne un coup de poing les uns aux autres. C'est très spécial. Donc, il y a eu comme une sorte de grande mise en scène, une spectacularisation du monstre. Le monstre, c'est ce que vous montrez d'ailleurs. Hein. Et le Covid a été montré comme un monstre, en disant, vous devez avoir peur. Et ben, quand vous devez avoir peur, en fait, il faut y aller, il ne faut pas fuir. Il y a plein de gens qui ont fui, qui ont été dans le déni, qui ont fait semblant, etc. Non, il faut y aller et critiquer ce qu'on vous a proposé pour aller se battre contre ce monstre. Tout ce qu'on vous a proposé était faux, et c'est par la pluridisciplinarité qu'on a réussi à rétablir les choses correctement pour le soin. C'est mon métier de réanimateur, c'est d'arriver sur une situation d'urgence où personne ne sait quoi faire, et dire on souffle, on reprend les bases, on va rester en vie, quoi. Puis maintenant, je comprends pas tout, attends, je vais appeler le radiologue, je vais appeler l'interniste, je vais appeler le chirurgien, je vais faire le tout, et puis je vais annoncer à la famille, je vais raconter aux patients, puis on va mettre en place de manière méthodique, patiente et stratégique, tout ce qu'il faut mettre en place pour arriver à survivre. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait dans le Covid. Et pour moi, ça allait de soi qu'il fallait le faire de manière plus globale sur l'ensemble des protocoles de prise en charge, des protocoles sanitaires. Mais il n'y a pas eu cette possibilité, comme vous le soulignez, de discussion. C'est-à-dire d'un coup, non, on n'a plus le droit de discuter. Tu dois fermer ta gueule et rester dans ton coin. C'est pas possible d'amener une contradiction. Un système qui n'accepte pas de contradiction est un système paranoïaque. Et un système qui est mort par nature, puisqu'il n'évoluera plus, parce qu'il est coincé dans sa propre folie. Et donc là, on est dans un asile à ciel ouvert en 2023, proprement. Les gens, ils sont dingos. Pour une grande partie d'entre eux, on les a fait devenir fous. Et là, il faut arriver à retrouver des espèces de basses scènes, des trucs qu'on peut tenir, quoi. Le droit, la justice, voilà, le lien humain. Ta souffrance, elle vient me questionner, d'accord, je veux bien accepter de l'écouter. Et elle va m'ouvrir le cœur pour qu'après on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc pour moi, on est dans un moment où on a utilisé la peur, on a utilisé l'ensemble de l'orchestration du Covid comme une scansion terroriste d'État. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus que dans une scansion terroriste. C'est le Covid, après c'est la guerre,
Après, c'est la punaise de lit. Ça ne s'arrête jamais. Vous devez toujours avoir peur de quelque chose. Et ça permet de maintenir le pouvoir sur les pauvres moutons tétanisés. Mais c'est eux là. C'est qui ça ? C'est ceux qui veulent tout le pouvoir et tout l'argent. Et là, il y a une expression américaine qui dit tout. Quand on dit, mais de qui vous parlez ? Moi, je ne parle pas du directeur d'ARS, etc. Je pense qu'eux, ils se sont fait blouser, comme tout le monde. Alors, de qui parle-t-on ? Follow the money. Suivez l'argent. Et vous comprendrez qui a gagné de l'argent dans cette crise. Ça va, vous avez la réponse. Et vous savez qui il faut mettre en tôle. Pardon. Oui. Action. Oui, on voit bien le test RT-PCR, c'est une amplification de l'ADN, donc à 50 cycles ou 45 cycles, tout le monde était positif. Donc, oui, alors sur le test PCR, peut-être je peux dire un mot. Voilà, alors l'inventaire du test RT-PCR, c'est une enzyme qu'on a trouvée dans une bactérie qui vivait dans un geyser à Yellowstone, qui est la Taq polymérase et qui permet d'amplifier l'ADN. Mais effectivement, l'inventeur de la Taq polymérase, qui a été un élément fondamental pour le séquençage du génome humain, a toujours dit qu'il ne fallait pas l'utiliser comme test. Et donc c'est précisément ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire un test avant de faire un diagnostic clinique. C'est pas comme ça qu'on fait en médecine. Le test est une validation ou en tout cas une amélioration de la probabilité que la maladie se soit bien celle-là. Mais d'abord, il y a une probabilité pré-test qui est donnée par la rencontre entre le malade et le patient et le soignant, qui dit bon, la probabilité pré-test que ce soit un Covid, mais ça. Et on va faire un test. Et est-ce que ça nous le confirme, ça nous l'infirme ? Je peux vous assurer que nous, on a traité des gens comme Covid alors même qu'ils avaient un test PCR à plus de 35 CT, négatif, quoi, on pourrait dire. Et ce test, c'était un outil pratique pour nous pour essayer de comprendre. Mais vous ne pouvez pas partir de ça. Alors aujourd'hui, on a fait cette inversion des choses où on a dit on peut faire une espèce de médecine automatique. On scannerait tout le monde, on screenerait tout le monde dans la société, on mettrait en route un traitement. C'est comme ça qu'il faudrait faire. C'est faux. Ça vient de quelque chose qui s'appelle la cybernétique et qui a été mis en place par quelqu'un qui s'appelle Wiener et les conférences de Massey aux États-Unis, qui est cette idée d'une gouvernementalité algorithmique. C'est-à-dire on doit gérer des grands nombres, donc on ne discute plus en fait. C'est juste if, then, go to. Du programme basique. Et aujourd'hui, on est gouverné par ça. Tout devrait être algorithmique. Si tu as le bon QR code, tu passes dans le train. Tu ne peux plus discuter. Et aujourd'hui, on met en place des intelligences artificielles qui ont ces algorithmes dans la tête. On les met en place dans la justice. Donc dans certains cours correctionnels aujourd'hui, vous ne discutez plus. Vous avez tel fait, tel fait, tel fait, rapporté par Rudi Reichstadt et les fact-checkers, bien sûr, voilà, des faits pas sûrs. Et vous avez telle peine. Mais non, évidemment qu'il faut discuter avec le flic. J'étais en retard. Heureusement qu'il y a ça, qu'il y a ce lien humain. Vous pouvez échapper à la sanction, quoi, d'avoir grillé le feu rouge. Et c'est parce qu'il y a ça qu'il y a de la résilience dans notre système, qu'il est plastique, qu'il peut bouger un peu sur ses bases et se souvenir de ce qui est important. Griller un feu quand il n'y avait personne, un jour où vous étiez hyper en retard, etc., en faisant attention, on est le ralenti. Bon, ça va, vous ne le refaites plus. Et comment maintenir ce fil conducteur ? Comment ou quoi ? D'humain. Comment rester humain dans un monde qui tend vers cette intelligence artificielle ? En mettant en place les contre-mesures de ce qu'ils ont mis en place pendant 20 ans en roue libre. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a pris l'évolution technologique comme étant quelque chose de favorable pour nous, avec une naïveté d'enfant. C'est-à-dire, on pouvait se voir en se téléphonant, c'était incroyable. On pouvait envoyer des mails à l'autre bout du monde et qui étaient lus instantanément. Donc, on avait une certaine forme de candeur par rapport à cette technologie, parce qu'on n'avait pas vu derrière qu'il y avait des grands loups déguisés en moutons. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était sur un plan peut-être un peu plus lointain, s'accaparer nos vies. Donc pendant 20 ans, ils ont développé en roue libre leur programme face à notre innocence, on va dire. La différence, c'est que le Covid a réveillé beaucoup de gens lucides. Et les contre-mesures auxquelles ils ne s'attendent pas vont naître très prochainement. Dans la prochaine décennie, il y a des gens qui vont mettre en place des systèmes qui viendront soit annihiler, soit anéantir ce qu'ils ont mis en place pour essayer de contrôler nos vies et pour qu'on devienne des espèces de robots. La contre-offensive numérique n'a pas encore commencé. Elle va exister. À marché, il y a tout le temps un contre-marché. Achat, vente. Ce marché-là n'existe pas pour le moment. Il va exister bientôt. Dans les 15 prochaines années, je vous garantis qu'il va y avoir tellement de produits sur le marché qui vont vous permettre de vous émanciper des obligations qu'ils vont vous mettre en marche, qu'ils ont essayé de mettre en place, que ce marché-là, il y aura obligatoirement une mixité qui va se faire. Et comme ils verront qu'ils ont du pognon à gagner sur l'autre marché, le contre-marché de ce qu'ils ont développé qui se met en place, ils iront sur ce marché-là.
Donc là- C'est juste une question de temps. C'est hyper intéressant, vous parlez du contrôle de nos vies. Et donc, ça fait penser à un extrait qu'on avait préparé pour cette émission. C'est une archive de Jacques Attali qui nous parle du lien entre santé et dictature. Donc, je vous propose cet petit extrait emblématique. Et je vous laisserai réagir. Magnéto. Magnéto. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, voilà, là on a Jacques Attali, mais en vrai il y a des vrais penseurs qui ont pensé ça avant lui, que ce soit Foucault ou d'autres. Le biopouvoir, l'idée du panopticon aussi, l'idée du panoptique. Jérémy Bentham l'écrit à la fin du 18e, où il dit mais finalement un endroit où vous seriez vu tout le temps, toute votre vie serait observée, où les murs seraient en verre, et où un gardien central pourrait voir tout le monde, serait la meilleure des prisons. Et au fond, si lui-même est surveillé sans savoir quand ni comment, il serait conforme et il ferait ce qu'on lui demande. Et c'est repris dans l'histoire de Winston dans 1984 de Orwell, où il est regardé par le télécran en permanence. Big Brother is watching you. Voilà. Ouais, mais bon, ça, si vous voulez, c'est des gens qui sont dans leur fantasme. Moi, j'avais vu un commentaire sur Attali qui m'avait fait rigoler. Il avait surnommé la pitié de Delphes. Ça me fait rigoler parce que, si vous voulez, ils prennent en compte qu'un facteur, c'est-à-dire le facteur de gens qui vont adhérer plus ou moins ou par faiblesse morale ou par manque de connaissances à leur thèse farfelue que l'individu est fait pour devenir esclave. En face de ça, vous avez une contrepartie de la société qui est prête à mourir pour sa liberté. Et c'est ceux qui sont montés au front, c'est ceux qui ont laissé leurs tripes dans les tranchées, c'est ceux qui sont fait découper à la mitrailleuse. Et eux, la liberté, ça ne se négocie pas. Et eux, ils sont dans un monde où ils pensent que par rapport à leur gros cerveau et leurs 14 ans d'études, ils vont imposer quelque chose à l'ensemble de la population. Non, en face, vous avez des noyaux qui sont réfractaires, qui sont solides, qui sont intelligents, qui sont réactifs et qui n'ont pas l'intention de vivre en esclavage du tout. Et tous les gens qui ont essayé de mettre des chaînes au pied de l'être humain, ils ont tous perdu. Oui. Tous, sans exception. Il n'y en a pas un qui a gagné. Les empires, les plus grands empires qui ont fait ça, ils se sont effondrés sur eux-mêmes. Jamais on a réussi à mettre en esclavage, ou pendant une certaine période de l'histoire déterminée qui a duré un siècle, 2 siècles, mais à terme, c'est toujours la liberté qui l'a emporté, parce qu'on est des animaux sauvages. On est des primates agressifs territoriaux. C'est la vérité. On est des primates agressifs territoriaux et libres. Voilà. Donc ça, ils perdent ça de vue, et en pensant qu'à terme, ils vont arriver à ce que les gens disent les pigeons ou les moutons. Enfin, ceci dit, le mouton, c'est loin d'être un animal con, puisqu'il existe depuis plus longtemps que nous. Mais, Respect. Oui, bien sûr. Mais ils ont leur système de défense dans leur troupeau. Tout à fait, tout est en place. Donc, voilà, déjà c'est péjoratif pour le mouton. Mais ils pensent qu'ils peuvent domestiquer l'être humain. L'être humain est un prédateur agressif, sauvage. Et c'est pour ça qu'on en est là, que notre espèce a pris la prédominance sur le reste. Donc eux, de penser qu'ils vont venir nous imposer quelque chose sur lequel on va s'affaisser, on va peut-être s'affaisser provisoirement, pendant juste un petit laps de temps, le temps de compréhension. Mais après, dedans, il y en a toujours qui vont se lever et qui ne vont pas reculer.
Oui, parce que moi j'ai l'impression aussi, parce que j'entends aussi des témoignages autour de moi, comme vous tous, c'est qu'on nous endort un peu dans nos assiettes, on nous endort aussi sur plein de choses. La télé, déjà, c'est un lave-cerveau. Donc moi, je vois des amis à moi qui étaient plutôt avec des vraies valeurs d'humain, etc. Et je vois qu'elles aussi, elles sont petit à petit, elles se sont un peu effondrées dans ce monde-là. Parce qu'il y a un sentiment de déception par rapport au monde dans lequel ils croyaient. Mais dans un monde qui s'effondre, vous en avez toujours qui ont la lucidité pour en recréer un autre. Oui. C'est toujours aspiration, expulsion, expiration, c'est toujours ce mécanisme. C'est la vallée des larmes. Quand vous avez, par exemple, un traumatisme dans la vie, il y a le choc, c'est ce qu'on a vécu. Après, il y a le déni. Après, il y a la colère. Après, il y a la peur. Après, il y a la distress et la dépression. Et après, alors, donc, vous voyez, c'est une baisse d'énergie. Et après, on remonte. Il y a l'acceptation, le pardon, la quête de sens, le renouveau. Et puis, à nouveau, la vie redémarre, quoi. Ça, c'est voilà, avec une sérénité. Donc, c'est ce qu'on appelle la vallée des larmes. Alors que ce soit un divorce, un traumatisme, l'annonce d'une maladie grave avec la mort au bout, c'est toujours les mêmes étapes. Donc, il y a des gens qui sont encore dans la partie décroissante énergétiquement de la courbe et ceux qui sont de l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est d'être de l'autre côté. La chose a été dit par Louis et par Frédéric, ce qu'il faut, c'est revenir au réel. Ils veulent nous amener dans un monde virtuel, le métaverse, etc. Donc, on voit bien, avant, il y avait d'abord un diagnostic et le test venait confirmer un examen médical. Là, tout est fait de façon virtuelle. Et donc, tous les maîtres de la cybernétique, ça commence par Norbert Wiener, McCullough, etc., ont rêvé d'une société où l'humain serait complètement contrôlé. D'ailleurs, Yuval Noah Harari nous dit, pour les inutiles, il y a le métaverse et les drogues. Donc, c'est à nous de pas... voilà. Alors, je pense qu'il y aura... c'est normal ce qui est vécu. Il y a d'abord... une phase de sidération, puis après le déni, on est bien obligé d'admettre, on passe par la peur, avant la colère, et puis à un moment donné, quand on a atteint le fond de la cuvette de la courbe, on remonte. Et il y a beaucoup de gens que je vois de l'autre côté, et c'est de l'autre côté qu'on a de la distance, de la réflexion, du recul, du discernement. Ce que vous venez de dire, qu'il y a des gens qui se permettent de dire qu'il y a des inutiles qui vont vivre dans des jeux vidéo et dans de la drogue. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de ces gens ? Ils sont des gens qui sont très préoccupants. C'est à la limite du... Mais ils sont malades. C'est le problème de la pathologie. Exactement. Non, mais il y a un problème, ils sont malades. On est à la limite d'une... Soit le délire psychiatrique. C'est là que nos institutions ne fonctionnent plus. Parce que c'est très proche d'une maladie mentale. D'arriver de dire vous êtes un inutile. Et sans compter que quand on se réfère au passé dans l'histoire, les gens qui se permettaient de dire ça, souvent quand ils disaient c'est les inutiles, pour les inutiles, ça se passait souvent très mal. Donc là, normalement, si on avait des institutions qui fonctionnaient bien, là, ce gars-là, il va l'attraper, il dit attends, viens, on va te faire faire un test psychologique pour voir si tu fonctionnes bien, parce que là, ce que tu dis, tu es vraiment carrément en dehors des clous, quoi. Et tu représentes une dangerosité pour la majorité des gens, parce que la majorité des gens, c'est pas des inutiles. Et malheureusement, c'est ces personnes-là qui ont pris le pouvoir et qui ont le plus de capacité d'influence sur la société. Elles ont pris le pouvoir, mais elles n'ont pas pris la puissance. On différencie souvent le pouvoir institué de la puissance instituante. La puissance instituante, c'est le peuple, c'est nous. Et il faut juste accepter de la reprendre. Si ne serait-ce que 20% des gens avaient dit non sur la question de l'obligation vaccinale, déguisée, ça ne se faisait pas, c'est terminé. Mais on est largement plus que 20%, je peux vous assurer. À la fin, sur l'ensemble des gens vaccinés, en France, il y a peut-être 30% de gens non vaccinés. C'est peut-être un premier test pour dire combien on arriverait à assembler de gens. Sauf qu'ils sont séparés. Ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Ils font chacun un survivalisme personnel, quoi. Mais si ces gens se mettent en résonance et en phase les uns avec les autres, tu peux parler peut-être du phénomène de clusterisation, ça y est, c'est terminé demain. Je vais vous raconter juste une toute petite histoire très vite. Un jour, ma fille est invitée à un anniversaire dans un truc de trampoline, je sais pas où. Et il faut un pass. Elle dit on pourra pas y aller. Ma femme lui dit attends, on va voir. Elles y vont. Dans la queue, ma fille y va, elle dit elle a la douchette, il faut la scanette, machin, il faut le QR code. Ma femme lui dit attends, on va voir. Elles arrivent devant la dame et disent... La dame dit vous avez le QR code ? Ma femme lui dit non, je ne l'ai pas et je ne compte pas l'avoir, et jamais, je vous le dis. Quoi. Et la dame lui dit c'est bon, vous pouvez passer. Quand tu es aligné, je comprends pas, c'est quoi le principe alors ?
Ah, moi je fais simple, vous avez le QR code, je le scanne, vous n'avez pas, je ne peux pas le scanner. Et ça, cette résistance passive-là, voilà, du Sud, ça. Exactement, le pragmatisme du peuple, Sud, l'adaptation au totalitarisme, c'est qu'il y a des failles partout, il y a des brèches dans tous les sens. C'est que de l'intimidation, tout est basé sur l'intimidation. Du bluff. Sur la peur. Peut-être un petit mot sur la clusterisation avant de passer aux questions des internautes. Oui, alors ce qu'on vit, c'est l'équivalent en physique d'une transition de phase. Alors quand vous chauffez de l'eau et que cette eau va passer à l'état de vapeur, avant que la vapeur atteigne 100%, il y a déjà dans l'eau des petits domaines de vapeur. On appelle ça des clusters. Et puis ces clusters vont fusionner entre eux par coopérativité. Et à un moment donné, la coopérativité va faire que l'ensemble de l'eau liquide va passer à l'état de vapeur. Donc Hannah Arendt avait rappelé que dans les mécanismes qui amènent le fascisme ou le totalitarisme à s'imposer, c'est la fragmentation de la société. Il y a un terme en allemand, le Gemeinschaftsgefühl, c'est le sens communautaire. Il faut retrouver le sens communautaire. Voilà, et c'est là où effectivement il faut aller à l'inverse de ce qui nous est proposé, c'est-à-dire, c'est assez amusant de voir que tout ce qui est proposé, il faut faire l'inverse. Donc on a une chose extraordinaire pour les chercheurs de vérité, ils n'ont qu'à écouter ce que dit le gouvernement, vous inversez et vous avez la vérité. C'est une machine à dire la vérité. Tout en restant prudent quand même. Ouais. Sur certains sujets. Une dernière question avant de passer aux questions d'internautes. Si vous étiez président, Louis, demain, quelle serait votre première mesure ? Je ne veux pas être président. Très belle réponse. Excellente. Frédéric. Arrêtez de déléguer notre pouvoir et reprendre notre pouvoir individuel. Frédéric. Si j'étais président, on va dire, je n'ai pas réfléchi à la question, mais je pense que ça ne se passerait pas bien pour un paquet de corrompus. Et c'est légitime. Ouais. Ben oui, carrément. Voilà ce que je pense. Je pense que je ferais un grand nettoyage dans beaucoup de choses. Et très rapidement, parce qu'on touche aux limites on touche vraiment à des limites de fonctionnement collectif, d'éthique, de morale. Il y a trop de choses qui se sont perdues, et toujours pareil avec de l'impunité. Donc je pense, en étant président, je lance un audit général, une analyse profonde, complète, avec des gens de confiance intègres, et action-réaction très rapidement. Comme ça se passe dans les entreprises. Hein. Vous savez, dans les entreprises, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est malheureux à dire, mais des fois vous prenez des décisions difficiles, mais c'est pour la survie du reste du groupe et que ça fonctionne bien pour l'ensemble de ceux qui peuvent rester éventuellement. Et quand il y a des erreurs qui sont commises, il y a sanctions qui tombent, et il faut qu'elles tombent vite pour que le reste du groupe survive. Et là, on est dans un mécanisme où il y a un ensemble, un noyau en haut, qui met en danger le reste de notre pays. On se retrouve maintenant dans un pays où on n'a plus de frontières, on n'a plus de monnaie, on n'a plus de justice, puisque la justice, elle est tributaire de l'Europe. Les lois sont tributaires de la Commission européenne. Donc ces gens-là, en 30 ans, ont clairement détruit tout ce que des générations ont mis à construire, on va dire, depuis à peu près 1000 ans. Ils ont détruit en 30 ans, en 40 ans. Donc, il y a une question vraiment qui se pose profondément. Et on est en train de signer des traités de pandémie avec l'OMS pour... Non, la différence qu'il y avait, c'est que jusqu'à présent, on laissait jouer, si vous voulez, dans leur petit mécanisme. Pourquoi ? Parce que les démarches commerciales qu'ils avaient créées, c'était quoi ? C'était des démarches pour nous acheter des chaussures, des baskets, des chemises en plus, dont on n'a pas besoin puisqu'on en avait 30 dans le placard. Mais bon, ils nous avaient poussé sur une forme de consommation de produits, voilà, manufacturés qu'on achetait. Là, le problème, c'est qu'ils ont développé sur le mécanisme de notre santé des mécanismes de merchandising de produits manufacturés. Et là, ils touchent au plus profond de nous. C'est-à-dire qu'ils nous blessent, ils nous tuent ou ils nous rendent infirmes. Donc là, le mécanisme, il devient dangereux pour chacun d'entre nous. Parce que ce qu'on a vu sur l'injection ou le vaccin, appelez-le comme vous voulez, ce machin qu'ils ont développé, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Combien il y a d'autres médicaments qui sont passés à la trappe où les managements de risque n'ont pas été étudiés ou qu'ils ont été étudiés en fonction de ce qu'on voulait, de la manière dont ils sont étudiés. Combien il y a de médicaments comme ça finalement sur le marché ? Regardez ce qui vient de se passer avec l'Advil. Qui c'est qui n'avait pas de l'Advil dans son placard ? Et les mecs, au bout de 30 ans, ils vous disent « Non, mais attendez, vous risquez un AVC. » Ah ben super, ravi de l'apprendre. Donc, c'est peut-être, le Covid a peut-être révélé quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe dans l'industrie pharma,
Le problème, c'est que c'est pas comme quand vous achetez un jean et vous vous trompez, c'est pas la bonne taille ou c'est pas la bonne coupe, l'année prochaine il est plus à la mode, c'est pas grave, laissez le placard et tant pis. Là, si vous prenez un médicament qui vous rend infirme à vie, c'est plus la même histoire. Et là, il s'attaque à nous personnellement, individuellement, autant qu'on est. Parce qu'à un moment donné, on peut être malade et avoir besoin d'un médicament. Et si ce médicament est mal calibré et qu'on n'a plus la confiance dans les autorités qui étaient censées nous protéger, comment vous faites pour vous soigner? En retournant la tisane de thym à l'ail? Et ensuite, Louis a dit c'est le casse du siècle. C'est pas le casse du siècle, c'est la casse du siècle. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une casse comme jamais c'était arrivé. C'est-à-dire que maintenant, moi je peux vous dire un truc, si demain il y a un virus, on nous dit tue à 90%, je joue ma chance avec la nature. Je n'ai plus confiance en ces gens-là. J'ai trop vu, puis en plus nous on s'est vraiment penché dessus quand même, hein. Nous on a lu des milliers de pages. J'ai trop vu comment ça fonctionnait en interne. C'est je te couvre, tu me couvres. La population est clairement en danger avec ces gens-là. Comment vous pouvez expliquer que l'ANSM, en juin 2021, elle confirme qu'il y a un signal de myocardite et que le 12 juillet, le président décide de faire vacciner des tranches qui ne sont pas concernées par la maladie? C'est quoi? Vous savez que vous allez flinguer combien de cœurs de gamins? Puisque vous avez la confirmation qu'il y a des myocardites. Quand vous prenez la décision en tant que président de dire on va vacciner des gamins qui sont pas, et en sachant que la transmission n'est pas étudiée, et en sachant que c'est un échec sur la transmission. C'est là que c'est des facteurs aggravants. C'est-à-dire, ils ont l'élément montrant que les myocardites, donc les altérations cardiaques, existent. Elles ne sont peut-être pas quantifiées avec précision, mais ils ont la certitude puisque c'est confirmé. Ils prennent la décision de vacciner des tranches d'âge qui ne sont pratiquement pas touchées par la maladie, tout en sachant que la transmission est un échec. L'empêchement de la transmission est un échec. C'est quoi cette décision? Ils savaient. C'est quoi cette décision? Attendez, et en sous-jacent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cataclysme économique derrière qui en découle. Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce que quand ils vous disent le vaccin est gratos, il n'est pas gratos du tout. Hein. On va le payer pendant 30 ans, hein, le vaccin. Donc il n'y a pas de gratuité. Ça, c'est pareil, c'est un mensonge d'arriver en disant aux gens le vaccin est gratuit. Non, non, il n'est pas gratuit du tout. À moins que Véran fasse un gros chèque à la fin ou Macron, sur sa fortune personnelle, il fasse un gros chèque, c'est nous qui en marnés d'eux-mêmes pour aller le payer. Et on va le payer, peut-être même la génération de nos enfants va le payer. Ben moi, le mien, il est plus concerné, malheureusement. Mais il y en a beaucoup qui vont continuer à payer pendant 20 ou 30 ans. Alors tout ça, c'est des mensonges d'État, public. Alors c'est pour ça, vous me dites à la présidence, où je vous garantis que je ferai un gros nettoyage. Mais alors, ils n'aimeraient pas le nettoyage que je ferai, je peux vous le certifier. Merci Frédéric. Et vous, Philippe, si vous étiez président, première mesure? Je ne serai pas président non plus, comme Louis, mais par contre, j'organiserai une démocratie participative. Déjà, premièrement, on est plus en république, res publica, la chose publique, en démocratie, démocratos, le pouvoir du peuple. Ça a été à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle à Athènes. Effectivement, on n'a jamais été en République. La démocratie représentative, c'est la porte ouverte à la corruption. Ce qui fait qu'on est plus en corruptocratie qu'en démocratie. Et la corruptocratie, j'aurais jamais imaginé qu'elle soit aussi forte. Ça a été la grande surprise. J'avais compris pas mal de choses, mais je n'avais pas mesuré le degré de corruption. Et donc ça a été une surprise, c'est pour ça que je dis qu'on est en corruptocratie plus qu'en démocratie, qui elle-même n'est pas une démocratie, puisqu'il n'y a pas le pouvoir du peuple. Les référendums ne sont pas respectés, etc. Donc on est plus dans le modèle romain, et ça aussi c'est une fiction. Je crois qu'on est rentré dans le roman d'une histoire et on est en train d'en sortir. Le roman d'une histoire, c'est ce concept qu'ont développé les historiens, où un pays peut s'inventer une histoire qu'il n'a pas eue. Voilà. Alors on a rêvé qu'on était en démocratie, on a rêvé que les élus faisaient au mieux. Et il y a une projection paternaliste freudienne sur le gouvernement qui est censé nous protéger. C'est peut-être ça le plus difficile. Quand on a accepté de passer au-dessus de ça, les choses sont plus faciles à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la première chose, c'est comme un enfant qui découvrait que son père est un père maltraitant, il ne s'en est pas rendu compte pendant des années, il y a un choc, vous voyez, il lui faut du temps pour accepter, et à partir du moment où il a accepté, il va avoir une conduite vis-à-vis de son père qui sera différente. Beaucoup de traumatismes qui vont devoir être guéris pendant ces prochaines années. On arrive à la fin de ce plateau. Quand même une question citoyenne, c'est important pour nous. Vous Tout à fait. Une question de Yvan qui s'est filmée d'ailleurs, donc Magnéto, la régie. Comment mettre la HAS
la NSM, les ARS, la DGS face à un juge, parce qu'ils ont accepté ces malversations. Frédéric ou... Ouais, j'ai peut-être une idée. Ouais. On a lancé les Enfants d'Hippocrate, un collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Et l'idée, l'objectif stratégique, c'est de faire retirer du marché ces produits qui sont toxiques et inefficaces. Et d'autre part, de faire reconnaître les victimes des effets secondaires qui, pour le moment, pour beaucoup d'entre eux, ont que leurs yeux pour pleurer. Et tout le monde s'en fout. Et comme l'a dit Fred, il y a 72 personnes qui sont indemnisées par l'ONIAM. Et c'est l'ONIAM, c'est notre pognon. Hein, c'est même pas le pognon de Pfizer, etc. C'est quand même un scandale. Mais ça, on ne le sait pas, tout ça. Voilà. Et donc l'idée, comment est-ce qu'on arrive à cet objectif de faire retirer du marché? On a besoin des tutelles institutionnelles intermédiaires, ARS, et à la fin, le cœur, c'est la NSM et l'Agence européenne du médicament. Vous ne pouvez pas parler avec l'EMA et la NSM, c'est pas possible. Vous n'y arrivez pas, ils n'acceptent pas. Mélodie Ferron a essayé, elle vous l'a peut-être raconté. Oui. En gros, on explique que quelques utérus barrés pour avoir sauvé des millions de gens. Et ils n'acceptent aucun élément scientifique ni rien. Donc évidemment, il y a un rapport de force à instaurer. Et ce rapport de force, il est sans concession, quoi. C'est-à-dire et quels outils on a à disposition? Qu'est-ce qui reste au niveau institutionnel? Les juges du pénal. Le pénal, quoi. L'administratif, ça marche pas. Le civil, ça marche pas. Le pénal. Le pénal est la puissance d'agir citoyenne. On va venir ouvrir votre porte. On va mettre le pied dans la porte tous les jours. Vous devez discuter avec nous. Vous devez regarder ces faits. Vous devez regarder vos propres dossiers. Parce que tout est marqué dans les trucs de l'Agence européenne du médicament, dans la NSM, etc. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher des experts extérieurs. Ils ont déjà marqué que c'était inefficace, toxique, ça ne prévenait pas la transmission, qu'il y avait des myocardites, des thromboses multiples cérébrales, etc. artérielles, veineuses, des troubles du cycle menstruel, des maladies neurodégénératives, etc. C'est déjà marqué. Donc maintenant, on va le mettre sur la table et on va en discuter. Alors, vous me dites, mais comment on fait alors? Là, c'est comment on les met devant un juge. Exactement. Pour moi, c'est comment on discute d'abord, avant même de vouloir les mettre devant un juge. Et donc ça veut dire, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut s'enchaîner au radiateur de la secrétaire s'il faut, jusqu'à ce qu'à la fin vous ayez rendez-vous avec le directeur de la NSM, avec le directeur de l'hôpital, avec le chef de service du grand service, machin. Et on pose les dossiers sur la table. On dit, voilà, vous avez vu. Puis maintenant, regardez, je vous ai mis un huissier pour montrer que vous avez vu. Oui. Et c'est noté. Et donc, soit vous m'aidez à faire retirer du marché ce produit, soit de toute manière, on va jusqu'au bout au pénal. Voilà. Et ça nécessite d'être organisé, patient, méthodique. C'est ce qu'on va faire. Et là, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Exactement. C'est le démarrage, alors. Il n'y aura pas trop d'être nombreux, d'être organisés, de se coordonner pour réussir à le faire. Mais on voit que les gens au pouvoir qui sont aux manettes et qui ont été derrière ces décisions sont des lâches. Sont profondément des gens apeurés et lâches. Et donc, ils sont tous en train de se tirer dans les pattes les uns derrière les autres. On ne reviendra pas sur les dernières interventions de Delfrécy, mais je ne sais pas si ça reste réversible, etc. Mais c'est très étonnant. Mais ça, Delfrécy, c'est ce qu'il a fait publiquement. Après, nous, on reçoit des mails qui sont croustillants quand même de la part de gens bien placés. Ça commence à fuir, à sauter par-dessus le bastingage. Donc, pour répondre au monsieur, ne vous inquiétez pas, ils finiront en justice. Ça mettra le temps que ça mettra. Les délits sont constitués, les écrits sont posés. La corrélation entre les écrits et les délits, c'est facile à le déduire juridiquement. Il y a des avocats qui sont spécialisés pour le faire. Après, la justice, d'un autre côté, elle agit à froid. On est dans un débat qui est encore très, très enflammé. Pour que la justice puisse passer avec sérénité, il faut que ce débat-là refroidisse aussi. Mais tout est déjà acté. Tout ce que je viens de raconter avec les myocardites et les prises de décision, elles sont complètement incohérentes. Enfin, il y a une cohérence derrière. Pareil pour les thromboses. Et voilà, pareil, qu'on s'appelle l'hypertension artérielle, tout ça. Enfin, moi, personnellement, je suis allé me faire vacciner. Mon toubib me dit, écoute, ça peut te créer des myocardites ou de l'hypertension artérielle. Mais personne ne me l'a dit, tout ça. Personne ne me l'a dit. Donc, quand personne ne me l'a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis des délits. Voilà, donc c'est qu'une question de temps. Tout est acté, c'est fini. Et puis en plus, ils ont tellement été prolifiques dans tout ce qu'ils ont écrit, dans tellement d'émissions où ils sont passés. Il y a tellement de trucs. Il y a des procédures, je ne sais même pas, pour peut-être 30 ans. Et la presse aussi a sa part de responsabilité en gardant le silence. Philippe, un petit mot de la fin, rapidement. Oui, ce qu'on vit, c'est une guerre de l'information, la désinformation. C'est quoi la vie? C'est un triple flux de matière, d'énergie et d'information. Donc la guerre qu'on a déclarée
indirectement à l'Ukraine contre la Russie, ça a permis de sanctionner l'énergie, donc ça affaiblit le pays. Tous les prêts que les commerçants, les indépendants ne peuvent pas rembourser, ça entraîne aussi une crise économique. C'est pour ça que c'est vraiment un casse. Et l'information. En fin de compte, si on regarde, 1% de la population, dit-on, met son sous-joug 99%. C'est donc de la manipulation. Et il y a des collaborateurs et ils sont persuadés d'être sous le coup de l'impunition. Or, effectivement, s'ils prennent conscience qu'ils peuvent être traduits dans les tribunaux et jugés, ça changera beaucoup de choses parce qu'ils sont humains, ils ont encore de la peur. Et c'est comme ça que fait la police. Généralement, elle met la peur quand vous avez deux personnes confrontées. On dit, voilà, si tu parles, tu auras moins de prison. Généralement, il y a une peur partagée et il y en a un qui parle. Et si on veut que ça change, ça dépend de chacun de nous. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous, grâce à vous qui nous écoutez aussi. On a besoin de se lever. Plus on est nombreux, en fait, à être debout et à arrêter d'accepter ces situations. Retrouver le sens communautaire qu'on évoluait, le Gemeinschaftgefühl qui a fait la France et qui fait l'unité du pays. Merci de donner de vous pour ce combat collectif. Et à très vite. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Merci. Merci belle fin de soirée. infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le vrai travail des journalistes, c'est de se poser des questions sur les éléments factuels. Est-ce que l'ancêtre était une fraude? Oui. Est-ce que les vaccins étaient des produits expérimentaux, dans une phase expérimentale? Oui. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Oui. Est-ce que les confinements ont été efficaces? Est-ce que les mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement ont été efficaces? Pourquoi ne se pose-t-on pas cette question? C'est super grave ce qui est en train de se passer. Là, autour de moi, j'ai trop de gens qui sont malades, qui sont impactés. Il faut d'abord passer par ça, par un travail de constat, de bilan et de conséquences. Et que ces gens comprennent qu'ils ne vont pas s'en tirer gratuitement, comme ils ont l'habitude de le faire depuis X temps, en se mutant, en se donnant des légions d'honneur, en s'honorant, en ayant tué des gens. On peut pas admettre ça. La planète, elle est devenue comme un laboratoire. Je vais dire, quand on entend ça donne cette image, quoi. Enfin, en tout cas, on s'occupe mieux des rats de laboratoire que ce qu'on s'est occupé des gens vaccinés, notamment de ceux qui ont des effets indésirables, puisqu'on le voit, les victimes vaccins, c'est absolument atroce. J'ai même un enfant de 24 ans qui avait la mucoviscidose. Il est venu de Liège à Mons pour soigner sa pneumonie, donc Covid, en ayant la mucoviscidose, en ayant un refus de l'hôpital de le prendre en charge, et son médecin traitant également. Étant dans le cinéma, j'ai été extrêmement choqué par ce qui s'est passé autour de ce film. C'est-à-dire jamais, je crois, dans l'histoire du cinéma, en tout cas en France, un film n'a été censuré comme ça. Parce que trop d'influençables, l'argent a pris le dessus. Parce que trop ont cru en ça, ils promotionnent pour Iblis et te disent c'est Dieu qui donne. Mais comme tout est inversé, on sait bien que c'est eux qui volent. Propagande sur esprit faible, y a plus que des cinglés qui votent. Ce scandale vient tout révéler, plus rien ne semble équivoque. Big Pharma et l'État crapule sont indissociables. Si personne bouge, on sera tous soumis au crédit social.